Nous sommes en 1168, dans la ville du Caire, entre la deuxième et la troisième croisade. Alors que les Francs de Jérusalem ont tenté de s'emparer du califat voisin, ce sont finalement leurs concurrents zangites qui s'imposent en Égypte. L'émir d'Alep et de Damas, qu'on appelle Nur ad-Din, y a envoyé ses meilleurs lieutenants et ces derniers organisent la résistance à la fois contre les croisés et contre le vizir Shawar. Or, quand Amaury Ier finit par abandonner la partie, le franc fait rançonner son allié égyptien et le force à vider les caisses de l'État. Une véritable déconvenue pour Shawar qui perd le soutien de la population lassée de sa politique irresponsable. Ce dernier ne peut empêcher l'armée zanguide de s'emparer de la capitale et Saladin le fait décapiter devant la foule en liesse. Maintenant, si Nur ad-Din a réussi à unifier les musulmans entre Alep et le Caire, son nouvel empire n'est pas aussi stable qu'il n'y paraît. Le monde islamique est encore très fracturé et ses fondations sont toujours aussi fragiles. Les assassins, par exemple, œuvrent en sous-main pour déséquilibrer les gouvernements sunnites. De plus, Saladin n'entend pas se laisser commander facilement et il manifeste déjà des velléités d'indépendance. Ces divisions sont peut-être la seule et unique chance de survie pour les Francs de Jérusalem. Si vous cherchez un jeu gratuit, disponible sur PC ou sur console, pourquoi ne pas télécharger War Thunder, le jeu de combat de véhicules le plus complet jamais réalisé. En mode arcade, vous pourrez disputer des matchs rapidement dans un environnement simplifié. En mode simulateur, vous serez dans la peau d'un tankiste ou d'un conducteur de véhicule pour reproduire les conditions d'un vrai combat. Sinon, le mode réaliste vous propose un entre-deux avec une interface permettant de guider vos actions. 3 modes pour 2500 tanks, avions, hélicoptères et navires de guerre, bâtiments issus des 10 plus grandes nations, dont les modèles varient des biplans aux véhicules blindés développés entre les années 1920 et aujourd'hui. Détails historiques, ambiance sonore authentique et graphisme à couper le souffle, vous serez aux commandes des machines de guerre les plus puissantes de notre époque. Alors, rejoignez 70 millions de personnes déjà inscrites dans des batailles joueur contre joueur grandeur nature. Pour tous les fans d'histoire militaire et de contenu de haute qualité, je vous recommande le tank Cambronne, nommé d'après le célèbre général de Napoléon qui a bien fait de dire à Waterloo. En cliquant sur le lien juste en dessous, vous pourrez jouer gratuitement sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous êtes un nouveau joueur ou que votre dernière partie remonte à plus de 6 mois, vous aurez aussi un pack bonus incluant 7 jours de compte premium, 100 millions d'argent, un décorateur de véhicule Eagle of Valor et d'autres avantages. Il y a tout pour bien démarrer votre partie, alors cliquez sur le lien juste en dessous et à très vite dans War Thunder. En 1169, dans le Proche-Orient, Nur ad-Din réussit l'exploit d'unifier politiquement les musulmans d'Égypte et de Syrie. Le royaume de Jérusalem et son cousin le comté de Tripoli sont encerclés, mais heureusement pour eux, l'empire zangide est encore fragile sur ses fondations. À peine l'émir d'Alep et de Damas place-t-il un homme de confiance dans la ville du Caire que déjà, son lieutenant devient difficile à contrôler. Les Francs doivent se saisir de cette opportunité pour diviser leur ennemi sous peine d'être débordés sur tous les fronts. Après la conquête zanguide de l'Égypte, le lieutenant de Nur ad-Din fait décapiter Shawar devant la foule en liesse et se fait nommer vizir à la place du vizir. Celui qu'on appelle Youssouf ibn Ayyub al-Nasir Salah ad-Din, ou simplement Saladin, ne pouvait pas rêver mieux comme position. Il vient de réussir là où ses prédécesseurs ont toujours échoué. En résistant aux assauts des miliciens du Christ, il a sauvé l'honneur du pays après ses nombreuses défaites contre les Francs. Par contre, l'Égypte est toujours un califat après la mort de Shawar. Le calife Al-Adid, qui rappelons-le prétend descendre de Fatima, la fille du prophète de l'islam, en est le chef spirituel et ce dernier ne compte pas se laisser commander par un étranger. À ce titre, il se méfie du soutien populaire dont bénéficie son libérateur, cela d'autant plus que les Fatimides sont des musulmans chiites et que les Zangides sont des musulmans sunnites. Si vous avez suivi notre série Orient, vous savez que ces différences de confession conduisent généralement à l'affrontement armé en terre d'islam. En plus, Saladin est d'origine kurdo-syrienne, là où le calife est d'origine arabe. Le premier place des membres de sa communauté au poste important, ce qui provoque la méfiance du second. Pire, quand le calife chiite écrit des prières à destination des mosquées afin qu'elles soient chantées depuis le haut des minarets, le vizir sunnite n'hésite pas à les modifier pour les rendre plus conformes à sa vision du monde. Il ne n'en s'est fallu que très peu de temps pour que Al-Adid et Saladin en viennent à la violence.
Aussitôt après la mort de Shawar, le calife aurait sollicité l'intervention des francs de Jérusalem pour le libérer de la pression zangide. Si l'on en croit certaines sources qui nous sont parvenues, Al-Hadid espère qu'une invasion chrétienne de l'Égypte forcerait le vizir à quitter la capitale. Cependant, Saladin, qui a fait placer des espions dans toute la ville, aurait intercepté sa lettre. Il aurait découvert la supercherie et aurait fait placer le calife fatimide sous très haute surveillance. Il réalise ensuite une purge de l'administration, mettant ainsi le pays sous sa botte, puis il entreprend une réforme du système militaire. Sauf que là, des pans entiers de l'armée fatimide se révoltent contre lui. Le remplacement des généraux arabes, égyptiens, berbères et africains par des Syriens fidèles à Saladin provoque du mécontentement dans l'état-major. C'est notamment le cas des unités d'Afrique subsaharienne, originaires de l'actuel Soudan, qui défient ouvertement le vizir. Elles se mutinent de crainte d'être écartées par la nouvelle hiérarchie et elles occupent les artères principales de la capitale égyptienne. Malheureusement, nous n'avons qu'une compréhension partielle des motivations des émeutiers car les sources décrivant cet événement sont très peu nombreuses. Les unités d'Afrique noire sont généralement moquées, voire carrément ignorées dans les chroniques, si bien que les historiens n'ont que des faisceaux d'indices. Tout ce qu'on sait, c'est que Saladin répond à la mutinerie de la plus terrible des façons. Il fait barrer toutes les sorties et toutes les entrées du Caire, puis fait massacrer chaque rebelle jusqu'au dernier. En 1171, soit 2 ans après la mort de Shawar, Saladin est désormais le maître absolu de l'Égypte. Il a placé le calife Al-Hadid sous très haute surveillance et il a réprimé les révoltes contre son gouvernement. Il n'y a désormais plus personne qui puisse s'opposer à son pouvoir. Quand le Fatimide rend l'âme à son tour, le vizir ne le fait pas remplacer. Il rattache plutôt l'ancien pays des pharaons au califat de Bagdad, c'est-à-dire que l'Égypte repasse sous la sphère d'influence sunnite et quitte la communauté chiite pour de bon. C'est un changement radical pour les musulmans du pays, mais Saladin contrôle tous les pans de la vie civile et religieuse. Alors, la question mérite d'être posée, Nouradine a-t-il réussi son pari ? Les francs de Jérusalem ne sont-ils pas encerclés, du nord au sud, par un ennemi unifié politiquement et spirituellement ? Entre Alep et le Caire, l'étreinte qui se resserre autour du Saint-Royaume menace de l'étouffer sur le temps long. Le problème pour Nouradine, c'est que plus les années passent et plus il se rend compte que Saladin ne lui obéit pas forcément. En pleine bataille contre les chrétiens par exemple, son ancien lieutenant n'hésite pas à se retirer subitement pour éviter d'infliger à l'ennemi une défaite trop humiliante. Semble-t-il, du point de vue de l'émir turc, que le vizir égyptien s'accommode de voir les Francs jouer le rôle d'un état tampon entre l'Égypte et la Syrie. En 1174, Nouradine prépare donc une invasion générale de l'Égypte. Il voudrait forcer Saladin à lui obéir, mais pas de chance, il meurt des suites d'une maladie juste avant de partir. Il laisse bien sûr un fils pour prendre sa succession, mais ce dernier n'a que 11 ans et les chefs locaux se disputent son héritage. L'empire zangide se fracture aussi rapidement qu'il s'est construit. Maintenant, comment la mort de Nouradine est-elle accueillie côté franc ? Dans un premier temps, c'est évidemment un grand soulagement. Les chroniqueurs musulmans n'hésitent pas à filer la métaphore pour illustrer la grande peine qu'ils ressentent. La religion est plongée dans l'obscurité en l'absence de sa lumière, dira l'écrivain Imam ad-Din. Après la perte de l'émir turc, l'islam doit faire le deuil du défenseur de son peuple. Comment imaginer que cette souffrance n'est pas équitablement perçue comme une délivrance par les chrétiens ? La disparition du Zangide est une excellente nouvelle pour le royaume de Jérusalem. Cependant, l'année 1174 est aussi celle de la mort d'Amaury Ier. À l'instar de Nouradine, le souverain laisse un fils mineur sur le trône et comme chez son voisin, sa succession se fait dans des conditions difficiles. Bien que la noblesse franque reconnaisse Baudouin IV comme son héritier légitime, le nouveau suzerain est atteint d'un mal incurable que ses médecins ne pourront pas guérir. Ce mal incurable, dont le nom ferait trembler de peur le plus valeureux d'entre tous les guerriers, les Francs l'appellent la lèpre, lépra en latin ou marja en arabe. Quel que soit le courage du jeune Baudouin IV, le nouveau roi de Jérusalem est condamné à une vie très courte. Alors, c'est son régent Raymond de Tripoli qui reçoit la charge du gouvernement, mais il ne peut empêcher les grands seigneurs de pousser leurs pions. L'un d'entre eux, qu'on appelle Renaud de Châtillon, se fait remarquer par ses ambitions militaires agressives.
Ainsi, tandis que le régent envoie des missives pour obtenir le soutien des Byzantins, et tandis qu'il s'active en coulisses pour trouver un successeur au roi lépreux condamné, Renaud de Châtillon serait devenu très influent à la cour. Souvenez-vous de l'épisode précédent quand Noureddin l'avait fait prisonnier. Le franc a passé 16 ans dans les geôles d'Alep et ce sont les Romains d'Orient qui ont payé sa rançon. Désormais au service du roi Baudouin IV, sa ligne est nourrie par sa propre haine des musulmans. Face au projet du djihad, il veut tout faire pour diviser la terre d'islam et il veut le faire en lui déclarant la guerre. Il veut soutenir les chiites qui se révoltent contre le retour en force du sunnisme. Il veut piller les caravanes pour discréditer les dirigeants. Il veut souffler sur les braises des divisions politiques en espérant allumer un feu ardent pour plonger l'ennemi dans le chaos. Et avec un peu de chance, le rêve d'un empire islamique unifié contre les Francs tombera dans les abysses de l'histoire. En 1174, environ 80 ans après la première expédition, les croisades sont arrivées à un point critique où la victoire pourrait revenir à l'un des deux camps selon le hasard des événements. En Syrie, l'héritier de Noureddin est encore très jeune. L'empire zangide est fragmenté et chacun veut se tailler la part du lion. C'est d'ailleurs le moment choisi par les assassins pour tenter de revenir aux affaires. À Jérusalem, Amaury Ier laisse la place à son fils Baudouin IV, lui aussi encore mineur, dont la maladie plonge le royaume dans l'incertitude. Il n'y a finalement que Saladin qui dispose d'un pays unifié autour de son gouvernement, alors le vizir a deux choix devant lui. Soit il attaque immédiatement la Terre Sainte en tant que champion du djihad, soit il prend d'assaut les ruines de l'Empire zangide avant qu'un concurrent ne s'y impose. Et contrairement à ce qu'on imagine souvent, Saladin choisit l'option la plus rentable d'un point de vue politique. Il fait marcher ses armées non pas contre les Francs, mais plutôt contre ses voisins musulmans. Première priorité pour le nouveau maître de l'Égypte, jouer un double jeu en se présentant comme le protecteur des intérêts zangides, intérêts qui avaient pourtant conduit son ancien maître à lui déclarer la guerre quelques mois plus tôt. Lorsqu'il arrive devant Damas, il déclare que l'héritier de Noureddin, qu'on appelle Ismaïl, est le digne héritier des territoires syriens. Lui, Youssouf ibn Ayoub, qu'on surnomme An-Nasir Salah ad-Din, c'est-à-dire celui qui apporte la victoire et qui défend la foi, ne serait que son commandant, son ministre, son atabek, selon la tradition turque de gouvernement. Dans un premier temps, sa démarche fonctionne plutôt bien. De nombreuses familles se rallient à lui en se rappelant ses campagnes victorieuses en Égypte. Cependant, ce discours est moins bien reçu auprès de l'entourage d'Ismaïl, qui rappelle au jeune héritier la trahison de Saladin. Le fils de Noureddin prend alors la fuite pour se réfugier à Homs, et de là, il appelle à la résistance contre le vizir. Ce dernier s'élance de toute urgence à sa poursuite. Il arrive devant Homs en catastrophe, mais la cité lui ferme ses portes, tandis que l'héritier se réfugie vers Alep. Puis, tandis que Saladin est coincé en plein territoire ennemi, il est surpris dans son propre camp par une troupe d'assassins qui tente de s'infiltrer. Selon la légende, Youssouf ibn Ayoub aurait arrêté de poursuivre Ismaïl le temps de réfléchir à une stratégie. Il serait en train de discuter, tranquillement, avec son état-major, sans savoir que 13 Fédaïn se faufilent discrètement dans son dos. À l'insu totale de ses gardes, qui ne se doutent de rien, les chiites nizarites se jettent sur lui sans prévenir. Ils croisent le fer avec ses commandants, qui sont pris au dépourvu, et tentent d'approcher Saladin pour le tuer. Néanmoins, l'attentat échoue cette fois-ci, et les assassins sont capturés. En 1175, alors que l'héritier de Noureddin s'est barricadé dans la ville d'Alep, le vizir égyptien échappe donc à une tentative d'assassinat par les Nizarites. Encore sous le choc, il comprend que la conquête de la Syrie sera moins facile que prévu, mais qu'importe, il s'empare de Homs, sachant que ses fidèles tiennent toujours Damas, le grand centre intellectuel de Syrie. Il pose progressivement sa bannière sur tous les points stratégiques du pays et fait effacer le nom d'Ismaïl des appels à la prière. Autrement dit, pour les Zangides, c'est le moment ou jamais de lancer toutes leurs forces dans la bataille, car sans victoire militaire sur le terrain, Saladin risque d'imposer sa loi dans tout le Proche-Orient. Au mois de mai, les Zangides de Mossoul s'unissent alors à leurs cousins d'Alep. Une énorme masse de soldats marche tambour battant contre l'ancien lieutenant de Noureddin et les deux armées s'entrechoquent dans la bataille de Hama. Selon les quelques sources qui nous sont parvenues, c'est d'abord les partisans d'Ismaïl qui prennent l'avantage.
On dit que les forces de Saladin reculent, mais que grâce à une charge héroïque menée en personne par Youssouf Ibn Ayoub, événement peut-être exagéré par ses chroniqueurs, le sort du combat se serait retourné en sa faveur. Paraît-il que les Zanguides seraient en déroute sur tous les fronts. Paraît-il aussi que le triomphe de leur ancien lieutenant serait absolu et que ses cavaliers poursuivraient leurs ennemis sans relâche. S'ensuit une série de sièges pour faire céder les dernières cités rebelles et le nord de la Syrie passe sous le contrôle de Saladin. Même si la cité d'Alep lui échappe toujours, il n'existe plus aucune force militaire capable de lui résister. La soumission du reste de l'empire de Nour ad-Din n'est plus qu'une question de semaines. À ce moment, les nouvelles de la conquête syrienne du vizir égyptien parviennent à l'oreille du calife de Bagdad. L'héritier des Abbassides est ravi de voir le Proche-Orient réunifié par un sunnite. Alors, pour encourager Saladin, il le fait nommer sultan d'Égypte et de Syrie. Du point de vue des autorités sunnites désormais, l'ancien lieutenant Zanguide est légitime à diriger tous les territoires situés entre Alep et le Caire. Reste à soumettre les musulmans chiites, et notamment la secte des assassins qui a profité du délitement de l'autorité pour s'emparer de nombreuses forteresses dans les montagnes. Il n'existe pas beaucoup de sources qui détaillent ces affrontements, mais Saladin aurait assiégé une par une les places fortes nizarites pour éviter la contagion de leur idéologie. Ces soldats se préparent à une guerre longue, épuisante et frustrante. Ils veulent affamer ces musulmans radicaux avant qu'ils ne fomentent un nouvel attentat contre leur maître. Cependant, si vous avez regardé l'épisode 10 de cette série sur les assassins, vous saurez que le schisme ismaélien nizarite n'est pas facilement vaincu. Selon la légende, encore une fois, ils auraient infiltré le camp de Saladin pour le tuer dans son dos. Alors que ce dernier se repose tranquillement dans un magasin, ses gardes ne surveilleraient que l'entrée sans se douter qu'un fédaïn se serait infiltré par derrière. Leur maître est sur le point de s'endormir quand soudain, le nizarite lui assène un coup de poignard sur la tête. Étourdi par le choc, le sultan serait sauvé par la côte de maille qu'il aurait gardée sous sa capuche. Pour la deuxième fois d'affilée, Saladin échappe à la furie des martyrs ismaélites. En 1176, Saladin échappe pour la deuxième fois d'affilée à une tentative de meurtre, mais il ne peut venir à bout de la secte nizarite. Les assassins sont notamment bien ancrés dans le Jabal al-Ansariya, aussi appelé montagne des Alaouites en français, qui sont situés entre le Liban et la Turquie actuelle. Les sièges jetés par les Ayyoubides sont longs et extrêmement coûteux, ce qui pousse le sultan à négocier la paix. Là, deux versions se disputent dans les chroniques arabes. La première, c'est que les tentatives d'assassinat se multiplient malgré les précautions prises par Saladin. Lui qui n'a plus aucune confiance en ses gardes pour assurer sa sécurité, il aurait ordonné à ce qu'on dispose du sable tout autour de son camp. De cette façon, pense-t-il, si un fédaïn tente encore de pénétrer par la ruse, il laissera forcément des traces de pas sur le sol. Les sentinelles seraient ainsi sûrs de le voir arriver à temps et rassurés par ce nouveau dispositif, le sultan serait rentré dans sa tente pour s'endormir profondément. Tout semble calme, très calme, les environs sont sécurisés et on se dit que cette fois-ci, l'ennemi n'a aucune chance de leur jouer un mauvais tour. Puis, alors que la nuit est déjà tombée depuis quelques heures et que les gardes ne voient aucune trace de pas dans le sable, un assassin surgit tout à coup depuis l'intérieur de la tente. Il s'enfuit en courant, réveillant tout le campement au passage, et les Ayyoubides se précipitent au chevet de leur maître en craignant le pire pour sa vie. Heureusement, nous dit la légende, le nizarite n'aurait pas tué Saladin, mais lui aurait plutôt déposé une lettre. Le message demande le retrait immédiat des troupes ayyoubides, sans quoi les fédaïns frapperont à mort la prochaine fois. Cette version non prouvée expliquerait pourquoi le sultan aurait signé la paix avec les nizarites, mais nous la compléterons avec une deuxième version plus historique. Si le sud de la Syrie est entièrement acquis à Saladin, la partie nord lui échappe dangereusement et ses ennemis pourraient en profiter pour l'attaquer. À force de mobiliser des ressources pour assiéger les assassins, il laisse le temps aux Zanguides de refaire leurs forces tandis que les Francs sont en embuscade sur la côte. Il est donc temps de signer la paix et de remettre la conquête à plus tard. Alors, en 1177, le bilan de Saladin est plutôt contrasté. Dans l'imaginaire occidental, on le représente souvent comme un chef de guerre tout-puissant, mais force est de constater que les choses sont bien plus compliquées pour lui.
Si le calife abbasside l'a officiellement nommé sultan d'Égypte et de Syrie, et que par conséquent, son autorité est légitime du point de vue des autorités sunnites, il ne contrôle pas entièrement le territoire situé entre l'Euphrate et la vallée du Nil. En revanche, son nouveau titre lui donne une légitimité hors norme pour appeler tous ses partisans vers le djihad. Après avoir rompu avec la dynastie zangide, il s'apprête en fait à s'inscrire dans la continuité de son combat spirituel. Et s'il réussit bien sûr, alors nul doute que le Proche-Orient passera entièrement sous son contrôle et que ses fils continueront de régner après lui. La seule condition finalement, c'est de réussir à vaincre les meilleures unités que le monde chrétien n'ait jamais connues. Les chevaliers du Temple et de Saint-Jean défendront le roi lépreux jusqu'à la mort. Ce dernier a déjà réuni l'armée dans Jérusalem et il se prépare pour la guerre. Cet épisode a reçu le soutien de War Thunder, un jeu dont les véhicules blindés, navals et aéroportés sont fidèles au modèle historique et qui de plus est gratuit sur PC, Xbox et PlayStation. En cliquant sur le lien juste en dessous, les nouveaux joueurs et ceux qui n'ont pas joué depuis au moins 6 mois bénéficieront d'un pack bonus incluant de nombreux véhicules, goodies et avantages premium. L'offre n'est valable que pour un temps limité, alors à très vite dans War Thunder. Quant à nous, rendez-vous bientôt pour l'épisode 16, le roi lépreux contre Saladin dans la bataille de Montgisard. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, et à très vite sur Bataille de France.